Dans le coma, votre âme n'est pas dans votre corps. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une croyance spirituelle déconnectée de toute preuve. C'est ce qu'Elisabeth Kubler-Ross a conclu après des décennies de recherche auprès de patients revenus du seuil même de la conscience. Et les preuves qu'elle a recueillies sont tellement troublantes que la médecine moderne ne sait toujours pas quoi en faire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qui arrive vraiment à la conscience, quand le corps semble complètement éteint, ce que les patients dans le coma ont rapporté avoir vu, où ils affirment que leur conscience a voyagé. Et pourquoi Kubler-Ross pensait que cela change tout ce que nous pensions savoir sur l'esprit, le cerveau, et ce que nous sommes vraiment. Si cela vous perturbe, c'est bien. Certaines vérités doivent nous perturber. Commençons. En 1969, Elisabeth Kubler-Ross publiait « La mort et le deuil ». Cela a changé la médecine à jamais. Ces 5 étapes du deuil sont devenues tellement célèbres que les gens ont oublié qu'elle a passé le reste de sa vie à étudier quelque chose de bien plus controversé. Elle a passé des décennies à interviewer des personnes qui avaient été déclarées cliniquement mortes, des personnes dont le cœur s'était arrêté, des personnes dont le cerveau ne montrait aucune activité, des personnes dans des comas profonds, dont les médecins pensaient qu'elles ne pouvaient rien percevoir. Et quand ces patients se sont réveillés, ils lui ont raconté des choses qui auraient dû être impossibles. Ils ont décrit des conversations qui avaient eu lieu dans d'autres pièces. Ils ont rapporté avoir vu des proches dont ils ignoraient le décès. Ils ont décrit des procédures médicales pratiquées sur leur propre corps, avec une précision qui a stupéfié les chirurgiens qui les avaient effectuées. Kubler-Ross a recueilli plus de 20 000 de ces cas. 20 000 témoignages de personnes qui auraient dû être inconscientes, qui auraient dû ne rien percevoir, dont le cerveau, selon toutes les mesures dont nous disposions, ne fonctionnait d'aucune manière significative. Et pourtant, ils étaient quelque part, ils étaient conscients de quelque chose. Ils vivaient une expérience. La question qui hantait Kubler-Ross était simple. Si la conscience nécessite un cerveau en état de fonctionnement, comment ces personnes étaient-elles conscientes? Sa réponse était radicale. La conscience, a-t-elle conclu, ne nécessite pas le cerveau. Le cerveau peut recevoir la conscience. Il peut la filtrer, il peut l'ancrer dans la réalité physique. Mais la conscience elle-même existe indépendamment. Lorsque le cerveau s'éteint, la conscience ne disparaît pas. Elle va ailleurs. Avant de rejeter cela comme une spéculation spirituelle, vous devez comprendre quelque chose sur les neurosciences modernes, que même la plupart des médecins n'apprécient pas pleinement. En 2016, des chercheurs ont publié les résultats de plus de 1000 patients qui semblaient être dans le coma ou dans un état végétatif. Ils ont utilisé des techniques d'imagerie cérébrale avancées pour détecter tout signe de conscience. Les résultats ont choqué la communauté médicale. Entre 20 et 25% de ces patients étaient en réalité conscients et éveillés. Leur corps ne répondait pas. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas parler. Mais à l'intérieur, quelque chose vivait encore une expérience. C'est ce qu'on appelle la conscience cachée. Le corps est éteint. L'apparence extérieure est celle d'une inconscience complète. Mais l'esprit est toujours là, regardant, écoutant, conscient. Plus récemment, en 2023, la neuroscientifique Jimo Borjigin et ses collègues ont publié ce qui pourrait être la découverte la plus significative de la recherche sur la conscience depuis des décennies. Ils ont analysé l'activité cérébrale de 4 patients dont les respirateurs étaient retirés. Ces patients étaient en train de mourir, et alors que leur cerveau était privé d'oxygène, quelque chose d'inattendu s'est produit. 2 des patients ont montré une poussée paradoxale d'activité des ondes gamma. Ce sont des ondes cérébrales à haute fréquence, associées à la formation de la mémoire, à l'intégration de l'information et aux aspects les plus complexes de l'expérience consciente. La poussée était concentrée à la jonction des lobes temporal, pariétal et occipital,
c'est la région exacte du cerveau impliquée dans le traitement visuel, le traitement auditif et l'intégration des informations sensorielles dans une expérience consciente unifiée. En d'autres termes, alors que ces patients étaient en train de mourir, leur cerveau montrait des signatures d'une conscience accrue et non d'une conscience diminuée. Leur esprit semblait plus actif et non moins actif. Et cette poussée s'est produite précisément dans les régions du cerveau qui seraient impliquées dans les types d'expériences rapportées par les personnes ayant survécu à une expérience de mort imminente. Le tunnel de lumière, la revue de vie, le sentiment de quitter le corps et de percevoir de l'extérieur. La science commence à trouver des preuves de ce que Kübler-Ross a rapporté il y a des décennies. Quelque chose arrive à la conscience au seuil de la mort. Quelque chose que notre compréhension actuelle du cerveau ne peut pas expliquer. Pensez-y un instant. On nous a enseigné que la conscience est produite par le cerveau, que lorsque le cerveau s'arrête, l'expérience s'arrête, que les patients dans le coma sont dans l'obscurité, ne percevant rien, conscients de rien. Mais les preuves racontent une histoire différente. Les patients se réveillent et décrivent des expériences qui se sont produites alors que leur cerveau ne montrait aucune activité. Ils décrivent un sentiment d'être plus conscient, et non moins plus éveillé, et non moins plus connecté à la réalité, et non moins. Si le cerveau produit la conscience, cela devrait être impossible. Et pourtant, cela arrive encore et encore. Laissez-moi vous parler d'un cas que Kübler-Ross a décrit. Elle y est revenue à plusieurs reprises, car il illustrait quelque chose dont les explications purement matérialistes de la conscience ne peuvent pas rendre compte. Une patiente aveugle de naissance a été admise à l'hôpital après un arrêt cardiaque. Elle a été réanimée. Quand elle s'est réveillée, elle a décrit avoir regardé la réanimation depuis au-dessus de son propre corps. Mais rappelez-vous, elle était aveugle. Elle n'avait jamais rien vu de toute sa vie. Elle n'avait aucun développement du cortex visuel pour traiter les images. Selon tout ce que nous comprenons du cerveau, elle n'aurait pas dû être capable de décrire des scènes visuelles, et pourtant, elle l'a fait. Elle a décrit la pièce. Elle a décrit les médecins, elle a décrit l'équipement qu'ils utilisaient, elle a décrit les couleurs, elle a décrit des détails qui ont été vérifiés par le personnel médical présent. Kübler-Ross a documenté de nombreux cas de patients aveugles qui pouvaient voir pendant leurs expériences de mort imminente. Des patients qui n'avaient jamais vécu la vision de toute leur vie ont soudainement perçu la réalité visuelle pour la première fois. Seulement lorsque leur cerveau était en train de s'éteindre. Comment expliquez-vous cela dans un modèle qui dit que la conscience est produite par le cerveau? Si l'expérience visuelle nécessite un cortex visuel en état de fonctionnement, comment une personne sans développement du cortex visuel peut-elle soudainement voir? Kübler-Ross avait une explication. Le corps, disait-elle, est comme une chrysalide. La conscience est le papillon. Lorsque la chrysalide est endommagée ou temporairement dissoute, le papillon ne meurt pas, il est libéré. Il peut percevoir directement, sans les filtres et les limitations de la forme physique. Les aveugles peuvent voir, parce qu'ils ne sont plus limités à leurs yeux. Les sourds peuvent entendre, parce qu'ils ne sont plus limités à leurs oreilles. Les paralysés peuvent bouger, parce qu'ils ne sont plus limités à leurs muscles et à leurs nerfs. Ce n'est pas ce que nous voulons croire au sujet de la conscience. Nous voulons que la conscience soit expliquée par les neurones et les synapses. Nous voulons qu'elle soit réductible à la chimie du cerveau. Mais les preuves ne soutiennent pas ce que nous voulons. Charlotte Martial est une neuroscientifique à l'Université de Liège, en Belgique. Elle a passé des années à étudier les expériences de mort imminente en utilisant une méthodologie scientifique rigoureuse. Dans une interview récente, elle a dit quelque chose de remarquable. Maintenant, clairement, nous ne remettons plus en question la réalité des expériences de mort imminente. Les personnes qui rapportent une expérience ont vraiment vécu quelque chose. C'est significatif.
une neuroscientifique reconnue, déclarant publiquement que les expériences de mort imminente sont réelles, pas des hallucinations, pas des confabulations, pas de faux souvenirs créés par un cerveau mourant, des expériences réelles. La question n'est pas de savoir si ces expériences se produisent. La question est de savoir ce qu'elles signifient au sujet de la nature de la conscience elle-même. Martial et ses collègues ont proposé que les expériences de mort imminente représentent un état mental unique qui peut offrir de nouvelles perspectives sur la nature de la conscience. Ce ne sont pas des expériences pathologiques. Ce ne sont pas des symptômes de dysfonctionnement cérébral. Ce pourraient être des fenêtres sur des aspects de la conscience auxquels nous ne pouvons normalement pas accéder. Lorsque les filtres du cerveau physique sont supprimés, quelque chose d'autre devient visible, quelque chose qui a toujours été là, quelque chose que le cerveau bloque normalement, plutôt que de produire. Je veux que vous envisagiez une possibilité qui remettra en question tout ce que vous croyez sur vous-même. Et si le cerveau n'était pas le générateur de la conscience, et s'il était plutôt comme un récepteur? C'est la théorie du filtre de la conscience. Le cerveau filtre et limite la conscience, plutôt que de la créer. Il concentre la conscience dans le canal étroit de la perception physique. Il restreint l'expérience à ce qui est pertinent pour la survie biologique. Lorsque le cerveau est endommagé ou temporairement arrêté, le filtre s'affaiblit. La conscience, qui existe indépendamment, commence à percevoir plus directement. Les restrictions sont levées, les limitations sont supprimées. Cela expliquerait pourquoi les patients mourants montrent une activité cérébrale accrue dans les régions associées à la conscience. Le filtre se brise. Plus de choses passent. Cela expliquerait pourquoi les patients aveugles peuvent soudainement voir pendant les expériences de mort imminente. Ils ne sont plus limités à l'appareil physique de la vision. Cela expliquerait pourquoi les personnes dans le coma rapportent parfois des perceptions précises d'événements se produisant autour d'elles. Leur conscience ne dépend pas des organes sensoriels qui ont cessé de fonctionner. Cela expliquerait pourquoi Elisabeth Kubler-Ross a trouvé une telle cohérence dans des milliers de cas, provenant de cultures différentes, de religions différentes, de milieux différents. Si la conscience est filtrée par le cerveau, alors la suppression de ce filtre devrait produire des résultats similaires, indépendamment de la programmation culturelle. Et c'est le cas. Le tunnel, la lumière, la revue de vie, le sentiment d'amour inconditionnel, la rencontre avec des parents décédés, ces éléments apparaissent encore et encore dans des cultures qui n'ont aucun contact les unes avec les autres. Soit c'est la coïncidence la plus remarquable de la psychologie humaine, soit quelque chose de réel est perçu. Elisabeth Kubler-Ross croyait que c'était réel. Et plus les preuves s'accumulent, plus il devient difficile de ne pas être d'accord avec elle. Le chercheur Sam Parnia, qui a mené certaines des plus grandes études sur les expériences de mort imminente jamais tentées, est arrivé à des conclusions similaires. Dans son étude AWARE, il a examiné plus de 500 patients en arrêt cardiaque. Environ 40% des survivants ont rapporté une forme de conscience pendant la période où ils étaient cliniquement morts. 40%. Et ce ne sont que ceux qui s'en sont souvenus. Combien d'autres ont eu des expériences qu'ils ne pouvaient pas se rappeler après être retournés dans leur corps? Parnia a déclaré que la conscience semble continuer pendant un certain temps après que le cerveau a cessé de fonctionner. Ce n'est pas ce que nos manuels médicaux prédisent. Ce n'est pas ce que le modèle matérialiste de la conscience permet. Et pourtant, les preuves sont constantes. À travers des milliers de patients, à travers des décennies de recherche, à travers différents chercheurs dans différents pays, utilisant différentes méthodologies, quelque chose arrive à la conscience quand nous mourons, quelque chose qui n'est pas censé être possible. Que je sois clair sur ce que cela signifie si Elisabeth Kubler-Ross avait raison. Cela signifie que lorsque quelqu'un que vous aimez est dans le coma, il peut ne pas être inconscient du tout. Il peut être conscient, il peut percevoir,
Il peut vivre quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer depuis notre perspective filtrée. Des études suggèrent que jusqu'à 25% des patients apparemment inconscients ont une conscience cachée. Mais ce nombre peut être beaucoup plus élevé. Nos tests ne peuvent détecter que ce que nos tests sont conçus pour détecter. Nous pourrions passer à côté de formes de conscience qui n'apparaissent pas sur nos instruments. Elisabeth Kubler-Ross a rapporté des cas où des patients dans le coma ont décrit plus tard tout ce qui avait été dit dans leur chambre d'hôpital. Chaque mot, chaque conversation, chaque émotion. Ils n'étaient pas inconscients, ils étaient libérés. Le chrysalide était endommagé et le papillon était libre. Cela a de profondes implications sur la façon dont nous traitons les patients dans le coma, sur ce que nous disons autour d'eux, sur ce que nous supposons de leur expérience. Cela a également des implications sur notre compréhension de la mort elle-même. Si la conscience peut exister indépendamment de la fonction cérébrale, alors la mort du cerveau n'est pas la mort de la conscience. C'est une transition. Elisabeth Kubler-Ross l'a décrit comme se débarrasser du corps physique, comme un papillon se débarrassant de son chrysalide. Un mouvement vers un état de conscience supérieur, où la perception continue, la compréhension s'approfondit, et l'expérience devient plus vive, plutôt que moins. Ce n'est pas ce que la science matérialiste veut entendre, mais le matérialisme est une philosophie, pas un fait prouvé. Et les preuves suggèrent de plus en plus que le matérialisme ne peut pas rendre compte de ce que la conscience fait réellement. Certains des cas les plus convaincants d'Elisabeth Kubler-Ross impliquaient des enfants. Des enfants qui ont eu des expériences de mort imminente lors de maladies graves. Des enfants qui ont décrit avoir rencontré des parents décédés qu'ils n'avaient jamais rencontrés et dont ils ignoraient l'existence. Des enfants qui sont revenus avec des informations qu'ils n'auraient pas pu obtenir par des moyens normaux. Un cas mentionné par Elisabeth Kubler-Ross concernait un enfant qui a failli mourir pendant une opération. Quand l'enfant s'est réveillé, elle a décrit avoir rencontré son frère. Ses parents étaient modés confus. L'enfant n'avait pas de frère, mais il s'est avéré qu'elle en avait un frère qui était mort avant sa naissance, un frère dont ses parents ne lui avaient jamais parlé, parce qu'ils pensaient qu'elle était trop jeune pour comprendre. L'enfant l'a décrit avec précision. Comment expliquez-vous cela? Le cerveau ne peut pas créer des informations précises qui n'y ont jamais été. Le cerveau ne peut que traiter et recombiner des informations qu'il a reçues par les sens. Si cet enfant n'avait jamais vu son frère, jamais entendu parler de son frère, jamais reçu d'informations sur son frère, alors son cerveau ne pourrait pas produire une image précise de lui, à moins que quelque chose d'autre ne se produise, à moins qu'elle ne l'ait réellement rencontré quelque part, à moins que la conscience, libérée du cerveau mourant, puisse percevoir des choses que le cerveau lui-même ne peut pas. C'est ce qu'Elisabeth Kubler-Ross a conclu de milliers de cas similaires. L'esprit mourant ne produit pas de fantasmes, il perçoit des réalités auxquelles l'esprit vivant ne peut pas accéder. Le filtre est supprimé et nous voyons ce qui a toujours été là. Il y a une étude qui, je pense, mérite plus d'attention qu'elle n'en a reçu. En 2023, des chercheurs ont examiné ce qui arrive au cerveau dans les moments qui suivent l'arrêt du cœur. Ils s'attendaient à trouver un déclin progressif vers l'inconscience. Ce qu'ils ont trouvé, c'est le contraire. Chez certains patients, il y a eu une surge d'activité cérébrale organisée, ondes gamma, décharges neuronales cohérentes, schémas associés au plus haut niveau de conscience. Le cerveau, semble-t-il, ne s'éteint pas simplement lorsque nous mourons. Dans certains cas, il s'élance dans une activité accrue, comme si quelque chose se produisait, comme si quelque chose était vécu. Et puis, quelques secondes plus tard, le silence. Que se passe-t-il pendant cette surge? Qu'est-ce qui est vécu dans ces derniers moments d'activité cérébrale? Elisabeth Kubler-Ross dirait que l'âme quitte le corps. Le papillon émerge de la chrysalide. La conscience passe à son état suivant.
Que vous le croyiez ou non, cela dépend de vos hypothèses préalables sur la réalité. Mais la preuve est là. Le cerveau fait quelque chose d'extraordinaire au moment de la mort, et ce quelque chose n'est pas ce que les théories matérialistes prédisaient. Permettez-moi de partager quelque chose qui m'a troublé lorsque j'ai lu pour la première fois les recherches d'Elisabeth Kübler-Ross. Elle a décrit des patients revenus d'expériences de mort imminente avec des connaissances qu'ils n'auraient pas dû avoir. Pas seulement de vagues sentiments spirituels, des informations spécifiques et vérifiables, des conversations qui ont eu lieu alors qu'ils étaient inconscients, des événements dans des lieux éloignés, des événements futurs qui ne s'étaient pas encore produits. C'est la catégorie de preuves que la plupart des sceptiques préfèrent ignorer parce qu'elle ne peut être expliquée par aucune théorie matérialiste de la conscience. Si le cerveau produit toute l'expérience, alors le cerveau ne peut pas produire des expériences précises d'événements dont il n'a aucune information. Si quelqu'un rapporte avec précision une conversation qui a eu lieu dans une autre pièce, alors qu'il était cliniquement mort, alors sa conscience n'était pas confinée à son cerveau. Si quelqu'un prédit avec précision un événement futur, après être revenu d'une expérience de mort imminente, alors la conscience a accès à des informations que le cerveau ne pourrait possiblement pas traiter. Elisabeth Kübler-Ross a recueilli des centaines de cas similaires, sont tous des mensonges, toutes des confabulations, toutes des coïncidences remarquables. Après 20 000 témoignages, la coïncidence devient une explication de plus en plus désespérée. À un moment donné, vous devez envisager la possibilité que ces personnes rapportent des expériences réelles, que la conscience quitte réellement le corps, que l'âme n'est pas une métaphore, que nous ne sommes pas nos cerveaux. Les implications de cette recherche sont vastes. Si la conscience existe indépendamment du cerveau, alors la question de savoir qui vous êtes vraiment change complètement. Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes même pas votre cerveau. Vous êtes quelque chose qui utilise le corps et le cerveau comme instrument, comme un pilote dans un véhicule, comme un musicien jouant d'un instrument. L'instrument peut être endommagé, le véhicule peut tomber en panne, mais le musicien, le pilote, demeure. Elisabeth Kübler-Ross a passé ses dernières années à essayer de communiquer cette idée. Elle pensait que c'était la découverte la plus importante de sa carrière, plus important que les 5 étapes du deuil, plus important que de changer la façon dont la médecine aborde la mort et le deuil. Elle pensait avoir trouvé des preuves que la conscience survit à la mort du corps, que l'âme est réelle, que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Et elle a documenté cette conviction avec des milliers de cas qu'elle a recueillis sur près de 4 décennies de recherche. Vous pouvez choisir de rejeter cette preuve, mais vous ne pouvez pas honnêtement dire qu'elle n'existe pas. Voici ce que je crois qu'Elisabeth Kübler-Ross voulait que nous comprenions. Quand quelqu'un que vous aimez est dans le coma, ne présumez pas qu'il ne peut pas vous entendre. La recherche suggère que beaucoup d'entre eux le peuvent. Ils sont conscients, ils perçoivent, ils peuvent vivre des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Parlez-leur comme s'ils écoutaient, parce qu'ils le peuvent. Quand quelqu'un que vous aimez est en train de mourir, ne présumez pas que son expérience est faite de souffrance et de ténèbres. La recherche suggère le contraire. Les patients mourants décrivent souvent des expériences de paix, de beauté et d'amour inconditionnel qui surpassent tout ce qu'ils ont vécu dans la vie. La chrysalide n'est pas le papillon. Lorsque la chrysalide se dissout, le papillon ne souffre pas. Il est libéré. Et lorsque vous contemplez votre propre mort, ne présumez pas que c'est la fin. Elisabeth Kübler-Ross a passé 40 ans à recueillir des preuves que ce n'est pas le cas, que quelque chose continue, que la conscience va quelque part, que l'âme ne meurt pas lorsque le corps meurt. Elle pensait que c'était la vérité la plus importante, qu'elle avait découverte dans toute sa carrière. Et elle a passé le reste de sa vie
a essayé de la partager. Certains l'ont accusée d'avoir perdu son objectivité scientifique. Certains ont dit qu'elle était devenue trop mystique. Certains ont dit qu'elle ne faisait que projeter ses espoirs sur les données. Mais Elisabeth Kübler-Ross ne se souciait pas des critiques. Elle avait trop vu. Elle avait recueilli trop de témoignages. Elle avait vu trop de patients revenir avec des connaissances qu'ils n'auraient possiblement pas pu obtenir. Elle savait ce qu'elle avait trouvé. Et elle refusait de se taire à ce sujet. Le magazine Time a nommé Elisabeth Kübler-Ross l'une des 100 penseurs les plus importants du XXe siècle. La Bibliothèque publique de New York a nommé son livre « La mort et le deuil », l'un des livres du siècle. Elle a transformé la façon dont la médecine comprend la mort. Elle nous a donné le vocabulaire pour discuter du deuil. Mais sa contribution la plus radicale a peut-être été sa recherche sur les expériences de mort imminente et la nature de la conscience elle-même. Une recherche qui suggérait que le cerveau ne produit pas la conscience. Une recherche qui documentait des cas où la conscience existait indépendamment de la fonction physique. Une recherche qui pointait vers la réalité de quelque chose que nous avons eu peur de croire. L'âme, pas en tant que concept religieux, pas comme une métaphore réconfortante, mais comme une réalité observable. Je voudrais vous laisser avec une question qu'Elisabeth Kübler-Ross elle-même a posée. Si la mort est simplement une transition, si la conscience continue, si l'âme est réelle, alors qu'est-ce qui change dans notre façon de vivre? Qu'est-ce qui change dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres? Qu'est-ce qui change dans ce qui compte vraiment? Kübler-Ross croyait que comprendre la mort était essentiel pour comprendre la vie, que la peur de la mort déforme tout, que la libération de cette peur change tout. Elle disait que la mort est simplement une mue du corps physique, comme le papillon se libérant de sa chrysalide. C'est une transition vers un état de conscience supérieur, où vous continuez à percevoir, à comprendre, à rire et à être capable de grandir. C'est soit la plus belle illusion jamais conçue, soit c'est la vérité. Kübler-Ross croyait que c'était la vérité. Elle a rassemblé les preuves, elle a documenté les cas, elle a passé sa vie à essayer de nous le dire. Dans un coma, votre âme n'est pas dans votre corps, elle est ailleurs, percevant des choses que nous ne pouvons pas imaginer, expérimentant des réalités auxquelles nous ne pouvons pas accéder avec nos sens physiques filtrés, limités. Le cerveau est une chrysalide. La conscience est le papillon. Et quand la chrysalide est endommagée, le papillon ne meurt pas, il s'envole. Voilà ce qu'Elisabeth Kübler-Ross a découvert. Voilà ce que 20 000 témoignages ont révélé. Voilà ce que la science moderne commence à confirmer. La conscience n'exige pas un cerveau en état de fonctionner. L'âme est réelle et la mort n'est pas la fin. C'est le commencement de quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer, avant de l'expérimenter nous-mêmes. Si cette vidéo a remis en question ce que vous pensiez savoir, n'ayez pas peur de cela. Les plus grandes vérités nous perturbent souvent avant de nous libérer. Kübler-Ross comprenait cela. Elle disait que confronter la mort est la seule façon de vraiment vivre, et comprendre que l'âme survit est la seule façon de vraiment comprendre qui vous êtes vraiment. Pas un corps, pas un cerveau, mais quelque chose d'infini, quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne fait que visiter ce monde physique et puis retourne à la maison. Merci d'avoir regardé. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.